Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du rock et de la musique populaire en général à partir des années 50, 60, 70, des périodes vraiment cruciales dans la mise en place, dans la définition de ce que vont devenir le rock et la musique populaire. C'est en grande partie de la matière qui va se rattacher aux exposés qu'on avait déjà présentés sur la musique afro-américaine. C'est une espèce d'évolution de cette matière-là pour voir justement comment la musique populaire va se développer après la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement, surtout aux États-Unis, mais également à partir des années 60, beaucoup en Angleterre aussi. On va aborder ce phénomène curieux qu'on a appelé l'invasion britannique, et qui représente une transformation profonde de la musique populaire, alors que des jeunes adolescents britanniques, à la fin des années 50, vont prendre ce rock and roll qui leur venait des États-Unis et vont le transformer selon leur propre sensibilité, leur propre culture, en quelque chose de tout à fait nouveau et différent, qui va nous donner entre autres les Beatles, c'est-à-dire un des plus importants phénomènes de l'histoire de la musique populaire du 20e siècle. Voilà. Donc, pour commencer tout ça, c'est très important de se situer en lien avec le blues. On ne pourrait pas surestimer l'importance du blues dans le développement de la musique populaire tout au long du 20e siècle. Le blues va connaître évidemment différentes manifestations, différentes évolutions, différents sous-styles qui vont découler de son adaptation à différentes instrumentations selon les périodes, etc. Il y a un style en particulier qui est peut-être parfois sous-estimé quant à son importance dans le développement de la musique populaire subséquente. C'est un style pianistique de la fin des années 20, début des années 30, qu'on appelle le boogie, ou parfois on l'appelle boogie-woogie. C'est un style pianistique qui était essentiellement basé sur une musique de danse. Donc, c'est intéressant dans la mesure où on associe généralement au blues un caractère triste, un caractère plaintif, un caractère mélancolique. Dans le cas du boogie, c'est le contraire. Le boogie était peut-être la première fois où on prenait le blues et on en faisait une musique aussi rythmée, aussi syncopée, aussi dansante et aussi festive. Et il y a deux figures d'accompagnement célèbres associées au boogie-woogie qui nous donnent un peu une idée de sa sonorité. Il y en a une première que j'appelle la figure en quinte et sixte. Quinte et sixte. Quinte et sixte. Et la deuxième figure va être encore plus familière, c'est la figure en octave brisée. Octave brisée. Je vais garder ma job de jour. Cette figure en octave brisée est particulièrement intéressante pour différentes raisons. Souvent, évidemment, comme c'est un blues, les accords vont être de structure septième de dominante, c'est-à-dire avec une tierce majeure et une septième mineure sur chacun des degrés. On va avoir tierce majeure, septième mineure sur l'accord de tonique, sur l'accord de sous-dominante et sur l'accord de dominante, ce qui donne à l'ensemble un côté, une couleur très mixolydienne, parce que c'est le mode mixolydien ou mode de sol dans lequel on retrouve généralement, évidemment, la tierce majeure et la septième mineure. C'est une configuration qui existe dans le système tonal, mais généralement on la réserve au cinquième degré, à la dominante. C'est pour ça qu'on appelle cet accord de septième-là un accord de septième de dominante. Ce qui le caractérise, bien sûr, c'est tierce majeure, septième mineure. On retrouve ça sur l'accord de sol 7 quand on est en do, mais c'est un accord dans le système tonal qui est instable, qui veut aller se résoudre vers la tonique. Dans l'harmonie du blues, l'emploi de cet accord de construction septième de dominante est généralisée à l'ensemble des
degrés. Ce qui fait que chacun des trois principaux degrés, la tonique, la dominante et la sous-dominante, deviennent une espèce de centre tonal temporaire qui est lui-même de couleur mixolydienne. Donc tout ça pour dire que le blues va garder une couleur modale assez particulière à cause justement toujours de cette ambiguïté des tierces et des septièmes, à cause des blue notes, à cause du fait que la tierce peut par exemple être à la fois majeure et mineure quand on va la retrouver majeure dans l'harmonie et mineure dans la mélodie par-dessus. Ambivalence de la tierce, tierce majeure dans l'accord et mineure dans la mélodie. Donc, il y a vraiment cette ambiguïté au niveau des tierces et des septièmes. Et évidemment, quand on va avoir tierce majeure plus septième mineur, ça nous donne cette configuration d'accord dominante 7 et associée au mode mixolydien. Alors, ces octaves brisées, ces lignes d'accompagnement du boogie en octaves brisées sont l'ancêtre direct de figures d'accompagnement mixolydienne qu'on va très souvent retrouver dans un style subséquent qui s'appelle le rhythm and blues et éventuellement dans le rock and roll. Donc il y a vraiment une espèce de filiation directe entre ces figures rythmées, syncopées, bluesy, mixolydiennes qu'on voit apparaître à la main gauche des pianistes de boogie-woogie dans les années 30 et qu'on va retrouver dans les groupes noirs de rhythm and blues dans les années 40 et dans les groupes de rock and roll blancs dans la deuxième moitié des années 50. La transmission est vraiment directe, est vraiment ininterrompue. Donc voilà, ce boogie est la première tentative de faire du blues une musique dansante, rythmée, et ce boogie, une fois qu'on va l'adapter pour petit ensemble, va donner un style qu'on appelle justement le rhythm and blues, c'est-à-dire le blues rythmé. Donc dans les groupes de rhythm and blues, on va souvent retrouver la contrebasse qui fait les fameuses lignes mixolydiennes qu'on retrouvait à la main gauche du pianiste boogie-woogie. On va retrouver la batterie, on va retrouver un chanteur, on va retrouver une guitare qui souvent fait plutôt l'accompagnement parce que l'instrument soliste dans les années 40, c'est pas encore la guitare électrique, mais c'est beaucoup le saxophone. On va retrouver un piano, souvent qui fait des accords plaqués aussi. Donc voilà, ces groupes-là, on va les appeler collectivement des groupes de rhythm and blues. On emploie parfois l'expression jump blues pour un style très particulier du début des années 40, auquel on peut entre autres associer un chanteur méconnu mais extrêmement intéressant qui s'appelait Louis Jordan. Mais donc voilà, jump blues, rhythm and blues, dans les années 40, ces termes-là sont relativement synonymes. Et c'est le stade immédiatement précurseur du rock and roll. Donc c'est ce blues rythmé, joué par un petit ensemble, syncopé, dansant, généralement destiné à accompagner la danse. Une petite parenthèse sur l'expression rhythm and blues, c'est un des mots valises les plus extensibles de l'histoire de la musique populaire. Qu'est-ce qu'on entend au juste par rhythm and blues? Je crois que personne est d'accord sur une définition précise et exacte de ce terme-là, et surtout de quel type de musique ça inclut au juste. Le mot semble changer de connotation stylistique au fil des décennies, ce qui fait que ce qu'on appelait du rhythm and blues dans les années 50 sonne pas du tout comme les artistes qui vont être mis en nomination pour la meilleure chanson Rhythm and Blues au prochain Grammy Awards, par exemple. Donc le style évolue. Au fond, Rhythm and Blues est rendu une espèce de mot valise pour englober la musique dansante, rythmée, syncopée, associée plus ou moins directement à la communauté noire, afro-américaine. Donc, dans les années 40, c'est encore très très proche du blues. Dans les années 60, ce rhythm and blues va plus se colorer de gospel, de soul. Dans les années 70, le rhythm and blues va plus sonner comme du funk. Évidemment, aujourd'hui, il y a des influences de rap, de techno, de toutes sortes de choses. Donc,
il ne faut pas penser au terme rhythm and blues comme ayant une connotation stylistique très précise, mais plus comme un genre musical en perpétuelle transformation. Voilà. Donc, ce rhythm and blues des années 40 et 50, comme je vous disais, est l'ancêtre direct du rock and roll. Ce sont les artistes que vont écouter les adolescents blancs américains qui vont naturellement se pencher vers cette musique-là. C'est des artistes comme Chuck Berry, comme Little Richard, Fats Domino. Tous ces noms-là sont associés au rhythm and blues et sont écoutés par les Noirs essentiellement, mais aussi de plus en plus dans les années 50 par des adolescents blancs. Dans les années 50, il se passe quelque chose de particulier au niveau de la musique populaire américaine, dans la mesure où le jazz est en train de plus en plus de devenir une musique de connaisseurs. Le jazz perd peu à peu sa vocation de musique populaire, de musique dansante, de musique accessible, destinée au grand public, à mesure que les pionniers révolutionnaires à la Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Kenny Clark, Charles Mingus orientent de plus en plus le jazz vers une musique très personnelle, très originale, beaucoup plus préoccupée par le développement de nouvelles idées rythmiques et improvisationnelles que préoccupé par une accessibilité ou une popularité ou un caractère commercial. Donc, le jazz s'est un petit peu marginalisé lui-même sur la scène de la musique populaire et ça va ouvrir la porte à d'autres genres musicaux. On va voir le country, le western devenir de plus en plus populaire dans les années 50. On va voir le folk devenir de plus en plus populaire, la chanson à texte, la chanson plus ou moins engagée, politisée, narrative, etc. Scène d'où va éventuellement émerger Bob Dylan au début des années 60. Donc, dans les années 50, il y a une bonne partie de la population adolescente blanche qui cherche une musique à laquelle elle pourrait s'identifier. Pour beaucoup de gens, le bebop est quelque chose d'un peu trop hermétique et il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de chansons, donc la jeunesse s'identifie mal à cette musique-là. Ils ne s'identifient pas non plus au swing qui, dans leur tête, est la musique de leurs parents, c'est la musique d'avant la guerre. Donc, les adolescents américains des années 50 cherchent une musique dynamique, rythmée, effervescente, sur laquelle ils peuvent danser, qui correspondrait à leur propre enthousiasme et dynamisme et ainsi de suite. Et beaucoup vont trouver cette musique-là dans le rhythm and blues de la communauté afro-américaine. Et de plus en plus de chanteurs, guitaristes, musiciens, jeunes musiciens blancs vont écouter le rhythm and blues et vont commencer à vouloir le reproduire. Alors, ça nous amène au début d'un épisode très significatif dans l'évolution de la musique populaire américaine, qui est le milieu des années 50, à l'aube de la naissance du rock and roll. Il y a ici, je dois dire, deux théories absolument opposées, et en quelque part, les deux théories sont toutes les deux très défendables. Excusez-moi. La première veut que le rock and roll soit la plus grande révolution dans l'histoire de la musique populaire du 20e siècle. La deuxième veut que le rock and roll ne soit rien d'autre que du rhythm and blues repris et déformé par les Blancs. Au fond, les deux ont raison. Les deux théories sont tout à fait défendables et valables et méritoires. Donc, pourquoi les deux disent des choses opposées et néanmoins toutes les deux sont plausibles? C'est que, oui, le rock and roll va être une immense révolution musicale dans la mesure où c'est le vecteur, c'est le catalyseur de toutes sortes de choses, de la révolution des mœurs, on va parler d'une révolution sexuelle, on parle de l'émergence de la pensée féministe, on pense à l'apparition éventuellement de la contre-culture, de tout ce courant de rébellion de la jeunesse américaine dans les années 60. Donc le rock and roll est comme l'étincelle qui va déclencher énormément de choses au niveau, disons, de bouleversements sociaux. Donc, c'est justement le vecteur, c'est le catalyseur d'immenses transformations sociales.
Mais en même temps, il faut reconnaître que sur le strict point de vue musical, au niveau des formes, au niveau des gammes, au niveau de la construction des mélodies, au niveau de l'accentuation des temps faibles, etc., le rock and roll n'a pas inventé grand-chose. Okay? Donc, c'est pas une révolution dans la mesure où il y a une explosion de créativité qui amène une musique qui avait jamais été faite auparavant. Ce qui est vraiment révolutionnaire du rock and roll, c'est le degré, l'intensité, la généralisation avec laquelle une génération d'Américains de race blanche va adopter une musique qui jusqu'alors était associée à la communauté noire. On a peine à imaginer aujourd'hui à quel point la société américaine, surtout dans le sud des États-Unis, était séparée, faisait l'objet d'une immense ségrégation dans les années 50. Il y avait bien sûr des hôpitaux pour les Blancs, des hôpitaux pour les Noirs, il y avait des écoles pour les Blancs, des écoles pour les Noirs, il y avait des places dans les autobus pour les Blancs, des places pour les Noirs, etc., etc. Donc, les artistes de blues, de rhythm and blues, avaient leur propre étiquette de disque. Les disques Chess Records, c'était le label des artistes de blues. Et la plupart des Blancs n'auraient même pas osé acheter au magasin un disque d'un artiste de Chess Records parce que c'était la musique des Noirs. Donc les barrières étaient très très fortes entre les deux communautés. On sait que le jazz avait déjà commencé à remettre en question ces barrières-là. Duke Ellington a engagé des musiciens blancs, Miles Davis a engagé Bill Evans qui était un pianiste blanc, Dave Brubeck a engagé Eugene Wright qui était un bassiste noir. Donc ça arrivait dans les groupes de jazz parce que les musiciens de jazz ont toujours été enclins à reconnaître la valeur de leurs collègues, peu importe la couleur de leur peau. Donc c'était normal que jouant la même musique, ils aient envie de jouer ensemble. Donc le jazz est un pionnier au niveau, disons, de cette intégration entre les Blancs et les Noirs, mais dans l'ensemble de la société, c'était loin d'être fait. Donc, le rock and roll va vraiment représenter un pas décisif dans l'intégration de la musique et de la culture afro-américaine par la communauté blanche. Et justement, les artistes comme Buddy Holly, comme Bill Haley, comme éventuellement Elvis Presley, vont vraiment marquer un point de non-retour dans cette adoption de la musique afro-américaine par la communauté blanche. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau dans le rock and roll? Ben, il y a quand même différentes choses parce que il y a plus dans le rock and roll que simplement le rhythm and blues. Très souvent, les artistes de rock and roll allaient lancer des petits disques de 45 tours sur lesquels il y avait deux chansons, une sur la face A, l'autre sur la face B. Ces petits disques de 45 tours étaient tout à fait adaptés au format des jukebox, les boîtes à musique dans lesquelles on mettait une pièce de monnaie puis on pouvait choisir une chanson. Donc très souvent sur ces 45 tours-là, on allait avoir une pièce plus up-tempo, plus dansante, plus rythmée, qui était justement un rhythm and blues. Et par ailleurs, sur la face B, on allait souvent avoir ce que j'appelle affectueusement la ballade crémeuse en triolet, souvent basée sur la progression harmonique 1, 6, 4, 5. Et ça, c'est beaucoup moins rhythm and blues. Ce type de chanson-là est beaucoup plus associé à la musique populaire blanche, à la ballade, aux crooners, etc. Donc, on voit qu'il y a déjà une espèce d'intégration stylistique dans le rock and roll. Il y a des éléments de rhythm and blues, bien sûr, mais il y a aussi des éléments qui viennent des crooners, qui viennent de la ballade, qui viennent éventuellement du country, western, etc. Et ça, évidemment, ça vient de la musique blanche. Il y a un style qu'on appelle le rockabilly, et le rockabilly, c'est au fond une espèce de mélange de rhythm and blues, mais avec beaucoup d'éléments de country. Donc, la musique populaire de l'époque est vraiment une espèce de laboratoire dans lequel on va mélanger des styles musicaux des communautés blanches et noires. Pardon. Et c'est ce qui va donner le rock and roll. Bill Haley and the Comets est reconnu historiquement comme étant l'artiste, le groupe qui vont lancer le premier succès de rock and roll. La chanson, c'était Rock Around the Clock.
Et évidemment, au niveau de la forme, c'est un blues tout ce qu'il y a de standard. C'est un blues sur 12 mesures. Il n'y a pas de grande nouveauté stylistique au niveau de la composition ou quoi que ce soit. Mais pour beaucoup d'auditeurs blancs, c'était leur initiation au rock and roll versus rhythm and blues, ou appelons-le comme on veut. C'était l'occasion de découvrir cette musique-là. Et pour beaucoup de gens, cette musique-là, avec sa naïveté, avec son exubérance, avec son énergie, avec son rythme contagieux, représentait tout à fait l'esprit des années 50, avec cette espèce de American Dream, avec le côté très très optimiste des années 50, parce que évidemment, dans les années 50, il y a un boom économique incroyable aux États-Unis. Les États-Unis sont à peu près le seul pays au monde dont l'infrastructure économique n'a pas été rasée par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les États-Unis fabriquent des produits manufacturés pour l'ensemble de la planète. Ils font des automobiles, ils font des réfrigérateurs, ils font des avions. Les usines tournent à plein rendement. Les salaires sont extrêmement intéressants. Ça devient possible de créer donc cette émergence de la classe moyenne. Il y a une explosion des banlieues dans les années 50 parce que ça devient possible souvent avec un seul salaire pour quelqu'un d'aller travailler, d'acheter une maison en banlieue, d'avoir une voiture, d'avoir une épouse, des enfants qui vont à l'école, etc. Donc c'est vraiment l'éclosion du American Dream dans les années 50 avec ces espèces d'immenses voitures qui font 200 mètres de long quasiment. Mais voilà, donc le rhythm and blues devient le rock and roll et va justement représenter l'esprit de cette folle exubérance du rêve américain des années 50. Va arriver très rapidement un artiste, un chanteur, qui vient du Tennessee et qui s'appelle Elvis Aaron Presley. Il y a une légende, une histoire qui veut que le gérant d'Elvis aurait dit quelque chose comme si un jour je réussis à trouver un blanc qui chante comme un noir, ma fortune est assurée. Ça se peut que cette histoire-là soit apocryphe, on ne le sait pas trop, mais elle représente bien justement ce que représente Elvis dans l'évolution de la musique populaire aux États-Unis. Dans la mesure où Bill Haley et les Comets, avec Rock Around the Clock, ont eu un succès planétaire, ont eu un succès fou, et pourtant Bill Haley n'était pas le chanteur le plus charismatique en ville. Il n'était pas particulièrement beau, il n'y avait pas une présence sur scène particulièrement électrisante. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disaient, si on est capable d'avoir dans ce rock and roll un chanteur qui va vraiment être charismatique, il va littéralement tout arracher. Et c'est ce qui est arrivé avec Elvis. Elvis est intéressant non pas uniquement comme phénomène musical, mais comme phénomène sociologique, dans la mesure où d'une part, il représente très bien ce pont entre les différents styles musicaux des communautés blanches et des communautés noires. Elvis a entendu du gospel, il a entendu les chants d'église des Noirs depuis sa jeunesse, il a entendu le blues, il a littéralement grandi là-dedans, donc il est très familier avec l'esthétique timbrale de la musique afro-américaine, il est très familier avec les timbres rauques, avec les blue notes, avec cette espèce de couleur expressive très particulière associé à la musique afro-américaine, mais en même temps, il est familier aussi avec le country western, il est familier avec les ballades, il est familier avec la musique des crooners, donc il est idéalement situé pour justement créer cette espèce de pont entre les communautés et incarner donc cette espèce de musique de synthèse. Elvis, c'est pas un compositeur, c'est pas un auteur, c'est un interprète. C'est quelqu'un qui va reprendre les chansons des autres et qui va donc construire à partir de ça. Il va reprendre par exemple Hound Dog. C'est pas lui qui a inventé ou créé ou écrit cette chanson-là. C'était en fait, ça avait déjà été un succès dans les palmarès noirs. C'est Big Mama Thornton qui avait interprété Hound Dog longtemps avant Elvis Presley. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comparer les deux versions parce qu'on voit justement à quel point le rock and roll va
insister sur cette accentuation du deuxième et du quatrième temps, de même que sur la basse syncopée. Alors, la figure de basse dans le Hound Dog plus rock and roll insiste beaucoup sur la noire pointée, avec l'accent sur le et du deuxième temps, en même temps que la caisse claire va vraiment accentuer le deuxième temps et le quatrième. Pan, etc. Donc, la configuration rythmique du rock and roll n'a pas inventé l'accentuation du 2 puis du 4. L'accentuation des temps faibles, ça a toujours existé en musique afro-américaine. Traditionnellement, le hi-hat des batteurs de jazz venait ponctuer le deuxième temps puis le quatrième. Mais ici, avec le Hound Dog d'Elvis, c'est une accentuation qui est beaucoup plus brutale, qui est beaucoup plus agressive, qui est beaucoup plus, j'allais dire, violente, et qui va justement beaucoup plus incarner cette espèce de nouvelle agressivité, de nouvelle énergie du rock and roll. Donc c'est la musique des jeunes, c'est la musique du déferlement d'adrénaline, c'est la musique de la danse, et c'est la musique de plus en plus d'une certaine forme de rébellion adolescente aussi. Rébellion contre l'autorité, contre les conventions, contre une morale un peu puritaine dont on sent qu'elle est en train de craquer et qu'on remet en question de plus en plus. Il y a beaucoup de principes moraux conservateurs dans les années 50 que la jeunesse américaine va vouloir remettre en question. L'idée de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, etc., etc. Donc il y a une révolution qui est en train de se dessiner et qui va être amplifiée par l'apparition sur le marché de la pilule anticonceptionnelle. Ça va vraiment changer complètement la donne, ça va changer le rapport de la jeunesse à la sexualité et ça va éventuellement aussi beaucoup favoriser l'expansion de la pensée féministe, dans la mesure où les femmes vont pouvoir dire dorénavant on va avoir les enfants qu'on veut quand on veut, plutôt que justement d'être prises dans cette espèce de schéma qui nous envoie systématiquement à la maison s'occuper des enfants dès qu'on tombe enceinte. Donc, la société est en transformation radicale et le rock and roll représente la musique de cette transformation-là. Cette remise en question va être encore plus forte dans les années 60 avec l'apparition de la contre-culture, avec l'opposition au Vietnam, avec les hippies, avec le flower power, avec l'apparition des psychotropes, des drogues hallucinogènes, du LSD, etc., etc. Mais donc, cette révolution très, très forte des années 60 est au fond simplement le prolongement ou la conséquence ou le développement d'une révolution qui commence dans les années 50 avec le rock and roll. Voilà. Donc, avec Elvis, on a cet artiste qui est capable de mélanger, de s'inspirer à la fois, disons, de trois grands pôles musicaux. Il y a le country western des Blancs, il y a la ballade et il y a le rhythm and blues. Et de cette façon-là, il vient justement créer une musique qui incarne très bien l'esprit de son époque, mais qui va également changer le visage de la musique populaire. Elvis incarne beaucoup plus qu'un phénomène musical, il incarne un phénomène sociologique. Il incarne en grande partie la sexualisation de la musique populaire. Si on compare Elvis aux grands chanteurs populaires qui l'ont précédé, par exemple, si on compare Elvis à Frank Sinatra, c'est deux personnages complètement différents. Elvis... Bon, on parle de Elvis avant le service militaire ici, on parle d'Elvis dans les années 50, représente une certaine forme de jeunesse, une certaine forme de liberté, une certaine forme de revendication d'une liberté adolescente et d'un nouveau rapport avec son corps, d'une façon de bouger, d'une façon de se déhancher qui est beaucoup plus suggestive et provocante que ce qu'on associait aux chanteurs blancs des générations précédentes. Pour faire une longue histoire courte, Frank Sinatra est un crooner, Elvis Presley est un sex symbole. Et donc, il y a un monde de différence entre les deux, et c'est Elvis qui va pour la première fois à ce point sexualiser la musique populaire.
c'est l'ancêtre de d'autres artistes, interprètes qui vont établir une démarche similaire par la suite. Mais on peut penser à Madonna, on peut penser à Lady Gaga, on peut penser à plein de personnages qui vont justement jouer avec ce caractère de la sexualisation de la musique populaire, au point où, dans les années 2000, on va souvent le dénoncer. On va dire on a hyper sexualisé la musique populaire avec les vidéoclips, etc. Et effectivement, c'est une réflexion qu'on peut se faire. Est-ce qu'on y allait trop loin dans cette sexualisation de la musique? C'est très possible, c'est pas à moi de le décider, mais je peux constater que ce phénomène-là, en fait, commence dans les années 50 avec Elvis Presley. Quand il est apparu, c'était au Ed Sullivan Show, le caméraman avait pour ordre de ne cadrer Elvis qu'à partir du nombril pour qu'on puisse épargner au pauvre public télévisuel les déhanchements d'Elvis qui étaient considérés comme obscènes à l'époque et qui n'étaient pas acceptables dans une émission grand public qui pouvait être vue par des enfants. Donc, évidemment, les mœurs ont changé beaucoup. Quand on regarde des vidéoclips de gangster rap, puis quand on regarde le twerk, puis ainsi de suite, on se dit que les déhanchements d'Elvis Presley dans les années 50 nous semblent bien innocents en comparaison, mais c'est pour vous dire d'où on vient. Et c'est pas si loin que ça, c'est pas le Moyen-Âge. Il y a beaucoup de gens qui étaient vivants à l'époque où Elvis est devenu populaire, puis qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc, voilà, il y a eu une vraiment transformation en profondeur de la société avec la révolution sexuelle, avec la montée du féminisme, avec la contre-culture. Et le rock and roll et par la suite le rock est au cœur même de ces changements fondamentaux et radicaux dans la société. Et c'est pour ça que je crois que la musique populaire, la musique rock, est pas uniquement intéressante d'un strict point de vue musicologique, mais également d'un point de vue sociologique, en tant que révélateur, en tant que vecteur de ces transformations-là, en tant que véhicule d'évolution de la pensée. Et d'ailleurs, plusieurs ouvrages qui traitent de la musique populaire l'abordent pas vraiment d'un point de vue musicologique classique, vont pas analyser des chansons des Beatles avec des chiffres romains, puis avec des variations intervalliques, puis des variations motiviques, puis etc. Mais beaucoup d'ouvrages qui s'intéressent à la musique populaire le font d'un point de vue sociologique. Qu'est-ce que le rap a apporté au niveau de la transformation des idées dans la communauté noire? Comment est-ce que le punk représente l'incarnation de la volonté de révolte de la jeunesse blanche des années 70, etc., etc. On est habitué à considérer la musique populaire d'un aspect sociologique, au moins autant que musicologique. Et effectivement, je crois que son intérêt et sa pertinence est sociologique, au moins autant que musicologique. Voilà, donc Elvis va bien sûr créer une révolution planétaire avec sa musique. Il va devenir une idole, il va devenir un phénomène médiatique universel. Il y a un Anglais qui va dire un jour, avant Elvis, il n'y avait rien. Bien sûr, c'est une phrase un peu extrême, puis je suis pas prêt à y souscrire, mais c'était vrai pour lui. Et l'anglais en question s'appelait John Lennon, et il va un jour fonder un groupe qui va s'appeler les Carrymen, qui va s'appeler ensuite les Silver Beatles, puis qui va s'appeler par la suite les Beatles tout court. Et John Lennon, avec évidemment Paul McCartney, va être à l'origine d'une des plus grandes évolution ou révolution de la musique populaire du 20e siècle. Mais le simple fait que Lennon dise qu'avant Elvis, il n'y avait rien, démontre à quel point la révolution musicale anglaise britannique des années 60 est profondément ancrée dans le rock and roll. Tous ces musiciens-là ont grandi en écoutant le rock and roll et ont voulu justement transformer, adapter cette musique-là en fonction de leur propre sensibilité. Je dis du rock and roll, c'est sans doute vrai pour les Beatles. Il y a également une immense influence du blues. Surtout si on sort un peu du strict cadre des Beatles puis qu'on regarde les autres groupes britanniques des années 60. Si on regarde par exemple au niveau des Rolling Stones, si on regarde au niveau de Pink Floyd, si on regarde au niveau des Yardbirds qui vont un peu être l'ancêtre de Led Zeppelin,
tous ces musiciens-là écoutaient du blues. Si on regarde Eric Clapton, qui a joué dans Cream, il écoutait des guitaristes de blues. Il écoutait Robert Johnson, il écoutait Muddy Waters, Bo Diddley. Tous les artistes associés à la guitare blues vont être l'inspiration directe du rock des années 60. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre les années 50 et les années 60? Au fond, on pourrait dire que le rock and roll, qui était justement une adaptation du rhythm and blues par les musiciens blancs, va devenir le rock tout court. Donc, ce sera plus juste le rock and roll, mais ça va être le rock. Et la différence entre les deux est assez grande dans la mesure où le mot rock and roll a une connotation stylistique très particulière. Si on dit d'une pièce c'est du rock and roll, il y a des très fortes chances que ce soit un 12-bar blues, qu'elle ait un tempo à peu près dansant, 120 BPM, quelque chose comme ça, qu'il y ait les lignes de basse mixolydiennes dont je parlais tout à l'heure, que les mélodies soient faites sur des gammes mineures blues et ainsi de suite. Le rock and roll est quelque chose de stylistiquement assez délimité, assez précis. Alors que le rock, c'est à la limite n'importe quoi. Il y a des chansons rock qui sont acoustiques, il y en a qui sont électriques, il y en a qui sont lentes, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont joyeuses, il y en a qui ont beaucoup d'instruments électroniques, d'autres en ont pas du tout. Il y en a qui ont des instruments classiques, il y a des pièces de rock, il y a des orchestres symphoniques, d'autres vont utiliser des instruments non occidentaux, des instruments indiens, du sitar, des tablas, etc. Le rock est une immense pieuvre stylistique dont les tentacules s'étendent partout. Et c'est ça, au fond, la grande révolution des années 60, c'est l'apparition de cette musique rock comme une espèce de méta-style, de méta-genre musical qui va justement s'inspirer de tout. Alors, cette transformation radicale, elle est en grande partie associée à l'évolution des Beatles. Les Beatles, au départ, sont une espèce de boys band, si on veut, qui font de la musique populaire. Au départ, ils font des compositions et des reprises, ce qu'on appelle dans le jargon du métier des covers. Ils sont pris en charge par un gérant qui s'appelle Brian Epstein et qui va soigneusement entretenir l'image des Beatles avec les vestons cravates, etc. Et qui va en faire un produit d'un succès planétaire. Okay? La Beatlemania, la manie des Beatles, va être un succès planétaire. Ça va être les nouveaux Elvis, en quelque part. Avec ceci de plus que, avec les Beatles, étant donné qu'il s'agit de 4 personnalités différentes, ben, chacun peut avoir son Beatle préféré. Dans le cas du rock and roll, c'était la musique d'un artiste, c'était la musique d'un chanteur, qui était accompagné par un groupe de musiciens plus ou moins anonymes et interchangeables. Je sais que historiquement, la première chanson de rock and roll, c'était le Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. Je serais absolument incapable de vous nommer un seul musicien des Comets. On ne sait pas c'était qui. Bon, c'est sûr que les fanatiques de Bill Haley le sauraient, mais moi, je ne le sais pas. Historiquement, c'est comme plus ou moins important. J'ai entendu des centaines de fois le solo de guitare de la version de Hound Dog d'Elvis Presley, et malheureusement, je ne sais même pas qui jouait ce solo de guitare, parce qu'on n'indique pas le nom du guitariste dans la pochette de l'album. Donc, les chanteurs de rock and roll sont accompagnés par des musiciens, souvent des musiciens de studio, dont on peut retrouver le nom si on se donne la peine de faire beaucoup de recherches, mais ils n'étaient pas du tout mis de l'avant. Le rock des années 60, au contraire, va être le produit d'un collectif d'artistes qu'on appelle un band, qu'on appelle un groupe. Et dans le groupe, tout le monde est important. L'immense majorité des mélomanes connaissent le nom des 4 Beatles. Okay? Donc, le premier aspect vraiment important de cette invasion britannique, de ce rock des années 60, c'est de constater l'importance du groupe lui-même par opposition à la musique des années 50 qui était souvent produite par un chanteur accompagné par des musiciens anonymes. Ici, dans les Beatles, tout le monde est important. Donc, c'est une musique de band.
Et un band, c'est quelque chose d'intriguant et de fascinant dans lequel souvent le tout dépasse la somme des parties. C'est-à-dire que la musique du groupe est un peu plus que la somme des contributions individuelles de chacun des membres. Et c'est la raison pour laquelle très souvent les bands vont réussir à faire des choses plus intéressantes en groupe que ce que vont faire les musiciens dans leur carrière solo respective. Il y a quelque chose dans un groupe, il y a une interaction, il y a une synergie, même si les relations interpersonnelles sont désastreuses, même quand les Beatles vont être à couteau tiré, même un groupe comme The Police, dont les musiciens voulaient s'arracher mutuellement la tête, vont souvent faire leurs choses les plus intéressantes quand ils travaillent ensemble, parce qu'il y a à la fois une relation de complémentarité, il y a une complicité entre les musiciens qui jouent ensemble depuis des années, qui se connaissent, qui peuvent se conseiller tel ou tel accord ou modulation ou progression harmonique, etc. Et il y a aussi une compétition. Il y a dans un groupe une espèce de volonté plus ou moins affirmée de vouloir impressionner les autres avec notre nouvelle idée et de vouloir l'imposer aux autres. Si on n'aime pas la façon dont l'autre veut finir la chanson, on va essayer d'arriver avec quelque chose de meilleur tout le temps. Donc cette compétition-là n'existe pas nécessairement dans un projet solo. Si je fais une chanson tout seul, au moment où je la compose, où je l'écris, j'ai personne que je cherche à impressionner. Donc la chimie de la création solo est très différente de la chimie de la création collective. Et la musique rock est particulièrement propice à la création par un collectif d'individus, dont certains pourraient être un plus versé en musique, l'autre meilleur pour les paroles, l'autre meilleur dans l'interprétation, l'autre meilleur pour les arrangements ou pour suggérer une instrumentation spécifique ou ainsi de suite. Donc la musique des années 60, la musique, le rock britannique, est beaucoup une musique produite par des bands, par des collectifs d'artistes dans lesquels tout le monde est important. L'autre révolution spectaculaire et profonde qui va intervenir à ce moment-là, ça intervient, on pense que c'est Lennon qui a été assez influent dans cette décision-là, c'est la décision d'arrêter de faire des reprises. Avant cette décision-là, les artistes du rock and roll étaient des interprètes. Et tout le monde chantait à peu près les mêmes chansons, puis reprenait les chansons les uns des autres. Or, le rock va devenir une musique d'auteur, compositeur, interprète. Si vous allez à un show de Led Zeppelin, vous allez entendre des pièces de Led Zeppelin. Ça tombe sous le sens, c'est d'une grande évidence, mais on peut oublier que c'est en quelque part quelque chose qui est spécifique au rock. Si on va voir un show de jazz, ben ça se peut que les musiciens jouent des standards, puis tous les musiciens de jazz au monde vont à un moment ou l'autre jouer certains standards. Donc le répertoire est un peu interchangeable, le même répertoire se promène d'un artiste à l'autre. Dans le cas du rock, le répertoire est intrinsèquement associé à l'artiste lui-même, parce que le rock est une musique de création, de composition, d'auteur-compositeur-interprète. Il y a bien sûr un circuit parallèle pour les groupes hommage à, les groupes de reprise, mais c'est juste une façon pour les gens de pouvoir voir en spectacle cette musique-là si les auteurs originaux ne sont pas disponibles, ou juste si leurs billets sont trop chers, ou ainsi de suite. Mais l'essentiel de l'activité créatrice du rock est faite par des groupes qui composent leur propre musique et n'interprètent rien d'autre que leur propre musique. Donc, on a déjà deux changements fondamentaux entre la musique des années 60 et celle des années 50. Dans les années 60, les groupes deviennent extrêmement importants et la musique cesse d'être une musique d'interprète pour devenir de plus en plus une musique d'auteur-compositeur-interprète. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Parce que on a tendance à considérer la musique d'un auteur-compositeur comme étant plus entre guillemets, authentique. Je ne veux pas me lancer dans un grand débat sur l'authenticité musicale, mais il n'empêche que le rock va devenir rapidement une espèce de cri de ralliement, va devenir l'espèce d'expression d'idées personnelles, de sentiments personnels, etc. Et
le fait que cette musique-là ait été écrite, composée, arrangée, jouée par les musiciens qui l'interprètent, donne une espèce de connotation très personnelle et très spécifique à leur message. Côté spécifique que l'on ne retrouve pas nécessairement dans le cas d'une musique d'interprétation. Une musique où un compositeur va créer une œuvre qui va être reprise par des dizaines d'interprètes différents. Le rock évolue dans une autre approche musicale, dans laquelle chaque artiste crée sa propre musique. Et donc, on va avoir tendance à justement associer comme une originalité plus spécifique à cette musique-là, car elle est justement particulière et spécifique à l'interprète qui la joue. Une conséquence de ça, de façon intéressante, c'est qu'on va souvent être plus tolérant par rapport à certaines faiblesses techniques dans l'interprétation. On pardonne plus facilement, par exemple, à Georges Brassens de ne pas être un chanteur techniquement parfait, parce que justement, c'est un poète, c'est un créateur qui nous chante sa chanson. Et donc, on comprend que sa job, c'est pas à la fois d'être un poète digne d'un prix Goncourt et d'être un chanteur digne des plus grandes scènes opératiques du monde. On est facilement plus tolérant pour les faiblesses, pour les failles, pour les imperfections techniques d'un auteur-compositeur que pour quelqu'un qui ne serait qu'un interprète et donc de qui on va exiger un très haut niveau de rendu technique. C'est le cas de Leonard Cohen, par exemple. Leonard Cohen a reçu un prix d'interprète masculin de l'année et il était un peu gêné de l'accepter. Il disait, il y a beaucoup de gens qui chantent beaucoup mieux que moi, donc je ne suis pas un interprète extraordinaire, mais il dit, je suis bon pour mes choses parce que c'est moi qui les fais. Donc, on voit que l'auteur-compositeur-interprète évolue dans une sphère esthétique, stylistique un peu différente de la personne qui n'est que interprète. Et le rock, dans les années 60, se range dans la sphère de la musique de création, dans la musique qui n'est interprétée que essentiellement par des auteurs-compositeurs-interprètes. Alors ça, c'est le deuxième grand changement. Le troisième est spectaculaire aussi et va être lié à l'évolution des Beatles. Au début, on peut vraiment séparer les Beatles début des années 60 versus deuxième moitié des années 60. Okay? Au début, c'est un groupe qui fait énormément de tournées. Et éventuellement, c'est un groupe qui décide d'arrêter de donner des spectacles pour ne se concentrer que sur le studio, les albums et l'enregistrement. Et les conséquences de cette décision-là vont être immenses sur l'évolution de la musique populaire. Parce que tant que les Beatles font de la tournée, tant qu'ils donnent des spectacles, ils vont ne produire que de la musique qu'ils sont capables de reproduire sur scène. Ils font de la musique pour alimenter leur spectacle. Ceci dit, quand ils vont arrêter de donner des spectacles, ça va ouvrir des possibilités immenses au niveau de la création sonore en studio. Ils vont pouvoir engager un orchestre, ils vont pouvoir mettre des instruments qui seraient extrêmement difficiles à capter sur scène, comme du clavecin par exemple, ou différents instruments à vent, etc. Donc, ça va changer complètement ce qui devient possible de faire en studio, de la minute où ils n'ont pas besoin de le reproduire sur scène. Donc cette décision-là des Beatles d'arrêter de faire des spectacles va avoir des conséquences spectaculaires sur le développement de la musique populaire. On a très souvent en fait tendance à souligner l'aspect et l'importance de la drogue dans les années 60. Je ne veux pas le nier, je ne veux pas le minimiser non plus, mais je pense qu'au niveau des possibilités sonores de la musique, la décision des Beatles d'arrêter de faire des spectacles puis de ne faire que du studio a dû avoir une influence au moins aussi grande, sinon plus grande, que celle du LSD sur leur création musicale. Voilà. Donc, quand ils vont arrêter de faire des spectacles. Pourquoi ils arrêtent? Pour différentes raisons. C'est drôle au début, à un moment donné, on se tanne. Il y a quelqu'un qui a dit être dans un band, c'est comme être marié à 3 gars en même temps. C'est pas toujours l'idéal. Okay? Au début, c'est drôle. À un moment donné, on se tape ses nerfs un petit peu et on est constamment en avion, dans des hôtels, on est constamment sur le décalage horaire. Et les Beatles jouaient dans des conditions extrêmement défavorables.
il y avait à peu près pas de haut-parleurs de scène à leur époque. Il n'y avait pas ce qu'on appelle des wedges, des moniteurs. Il n'y avait que le système d'amplification de la salle. Et ils jouaient devant des milliers de personnes qui hurlaient de toute leur force. Donc les Beatles n'entendaient strictement rien quand ils jouaient des spectacles. Si vous regardez des films des Beatles qui jouent à l'époque, ils sont toujours en train de s'observer du coin de l'œil, puis ils regardent les baguettes de Ringo pour s'assurer qu'ils restent en mesure. Mais ils n'entendaient pas ce qu'ils font. Donc évidemment, pour un musicien, c'est plus ou moins gratifiant de faire des centaines de spectacles puis de jamais rien entendre. Ils avaient peut-être l'impression qu'ils avaient plus besoin de prouver qu'ils étaient capables de jouer. Sans doute qu'une bonne partie de leur revenu était déjà assurée. Donc, ils se retrouvaient dans cette situation, dans ce luxe immense, de pouvoir rester chez eux, puis composer de la musique, puis l'enregistrer, puis mettre ça sur le marché, puis tout irait très bien. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Et ce qui est particulier des Beatles, c'est que ils ont commencé par devenir un phénomène médiatique planétaire. Et par la suite, ils ont décidé de devenir des artistes de création, de recherche, d'expérimentation, des artistes plus modernes dans leur tentative de vouloir briser des barrières stylistiques et inventer des nouvelles choses. Or, ils étaient déjà un phénomène planétaire à ce moment-là, et donc ils vont avoir un effet d'entraînement absolument immense. Ils vont amener avec eux toute une génération dans le mouvement hippie, dans l'exploration des substances psychotropes, dans la contre-culture, dans la réinvention de la musique populaire. S'ils n'avaient pas eu au départ cette notoriété planétaire, ils n'auraient jamais pu amener cette évolution-là de la musique avec autant d'impact, puis avec autant de gens qui vont suivre, et avec autant justement de popularité et de conséquences. Donc, ce qui est particulier, c'est justement qu'ils étaient déjà des phénomènes extrêmement populaires et ils ont entraîné une masse critique d'auditeurs, d'artistes, de jeunes avec eux dans cette espèce de nouvelle direction qu'ils vont prendre dans la deuxième moitié des années 60. L'éminence grise derrière ça, l'espèce de cerveau derrière toute la chose, c'est celui qu'on a parfois appelé le cinquième Beatle. Il s'appelait George Martin. Et George Martin, c'est quelqu'un qui avait une formation en musique classique, en écriture, en arrangement, qui savait lire et écrire la musique, ce qui est déjà plus que les Beatles eux-mêmes, souvent. Et donc George Martin va prendre une importance nouvelle à partir du moment où la musique des Beatles n'a plus besoin d'être reproductible sur scène. Il va dire, ah ben peut-être que dans Penny Lane, on pourrait mettre un solo de trompette piccolo. Peut-être qu'on pourrait faire entrer le London Symphony Orchestra dans les sessions de Sgt. Pepper's. Peut-être qu'on pourrait passer une track de guitare à l'envers aussi, parce que George Martin, en tant qu'homme de studio, est au courant des nouveaux procédés électroacoustiques qui ont été développés, entre autres, dans les années 50 par des créateurs d'avant-garde comme Stockhausen. Et donc, il va initier les Beatles à la magie du studio, à la manipulation des bandes magnétiques, à l'accélération, au ralentissement, à l'inversion des bandes, etc. Parce que, évidemment, vu qu'on n'a plus besoin de faire ça sur scène, ça ouvre un univers de manipulation sonore qui est pratiquement sans limite. Voilà, beaucoup de ces créations-là sont basées sur le concept, sur le support de la bande magnétique. Okay? Toute cette musique-là était enregistrée sur un support analogique, c'était pas numérique à l'époque, c'était enregistré sur de la bande magnétique qu'on allait assembler. On coupait dans la bande magnétique pour assembler différentes prises, une à l'autre, etc. Des fois, dans les chansons des Beatles, on entend où il y a ce qu'on appelait des splices, c'est-à-dire des coupures, des raccords dans la bande magnétique. Mais au fond, on faisait avec la musique un peu comme on faisait avec les films. Les films étaient sur de la pellicule et on coupait la pellicule pour la monter, pour assembler différentes prises pour créer un film. On faisait un peu la même chose avec la musique. Et donc, ça impliquait toute une technique, tout un ensemble de techniques de traitement du son
qui va beaucoup changer l'approche de production de la musique et qui va changer même la dynamique de la création. Quand les Beatles ont enregistré leur premier album, ils l'ont fait en 2 jours. Ils avaient 2 jours de studio, puis ils ont tout fait. Quand en 67, ils vont sortir Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ils avaient travaillé 6 mois en studio. Donc c'est pour vous donner une idée de la différence d'échelle de production et comment, dans la deuxième moitié des années 60, on va prendre le temps d'essayer beaucoup de choses. On va explorer beaucoup plus en studio. Avant ça, on pratiquait la chanson dans un local de pratique. Une fois qu'elle était prête, on arrivait dans le studio, on jouait la chanson, puis c'était fini. À partir de Revolver, les Beatles vont explorer, vont créer en studio, vont essayer différentes choses, vont faire 20, 30, 40 prises différentes d'une même chanson et Lennon, ayant des goûts très spécifiques, souvent va dire « Ah, j'aime le couplet de telle prise, mais j'aime mieux le refrain de la prise 42. Est-ce que c'est possible de les assembler? » Et c'est le pauvre George Martin puis son équipe qui vont essayer d'accommoder les instructions de John Lennon. Mais la musique va devenir justement une espèce de produit de la création d'un laboratoire musical qui est essentiellement basé sur le studio d'enregistrement. George Martin va amener beaucoup d'influences provenant de la musique classique. Si on écoute une chanson comme Eleanor Rigby, les Beatles ne jouent pas d'instruments dans Eleanor Rigby. Les Beatles font les voix, et les instruments sont joués, en fait, il s'agit d'un double quatuor à cordes. Donc, il y a 2 violoncelles, 2 altos, 4 violons, et c'est tout. Et c'est George Martin qui a écrit l'arrangement. Il a entendu McCartney chanter Eleanor Rigby au piano, il a dit « Ah, ce serait peut-être beau avec des cordes ». McCartney n'était pas sûr. Martin lui a dit « Fais-moi confiance, on va essayer ». Et McCartney a dit « Ok, on essaye ». Puis il a entendu ce que ça a donné, puis il a dit « Ah, ok, c'est bon ». Mais donc, c'est pour vous montrer, d'une part, l'influence immense que va avoir George Martin sur l'évolution subséquente des Beatles. Et par ailleurs, pardon, pour vous montrer aussi à quel point le rock cesse d'être une musique spécifiquement associée à une instrumentation particulière. Le rock n'est plus nécessairement une musique jouée par du drum, puis de la bass, puis de la guitare, puis ainsi de suite. Les influences de musique classique vont devenir de plus en plus perceptibles, de même que les influences de musique non occidentale. À peu près à la même époque, George Harrison va découvrir la culture indienne, la musique indienne, les sitars, les tablas, la méditation transcendantale, etc. Et il va y avoir de plus en plus cette espèce d'apport de musique non occidentale dans la musique rock. Voilà, donc l'album charnière, c'est l'album Revolver. Paru en 66, Revolver est le premier véritable album où on se permet d'explorer la création d'une musique qui n'est plus destinée à être jouée sur une scène. Donc, ça va donner un album où il y a des pièces aussi contrastantes que Eleanor Rigby et Tomorrow Never Knows. Eleanor Rigby, qu'on pourrait presque qualifier de néoclassique, et Tomorrow Never Knows, dans laquelle il y a justement ces espèces de bruits psychédéliques étranges, le solo de guitare passé à l'envers, les bruits accélérés, ralentis, etc. On entend des espèces de mouettes à un moment donné dans Tomorrow Never Knows, c'est des éclats de rire passés à l'envers, et ainsi de suite. Donc il y a l'explosion d'une espèce de rock psychédélique, basé d'une part évidemment sur les découvertes de Lennon des substances hallucinogènes, mais aussi sur l'intégration des procédés électroacoustiques dans la musique pop. On a ici un phénomène assez intéressant pour prendre quelques secondes pour en parler. Parce que tous ces phénomènes de son accéléré, ralenti, passé à l'envers, déformé, etc., étaient associés à une musique très particulière et très spécifique, une musique expérimentale, qu'on appelait la musique électroacoustique. Ces techniques-là avaient entre autres été mises au point par le compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen dans les années 50, avec des pièces comme Le chant des adolescents. Et en principe, c'est une musique qui aurait dû être confinée
à un auditoire extrêmement limité. C'est une musique qui n'a pas de potentiel commercial, puis pas d'accessibilité ou ainsi de suite. C'est une musique dans laquelle il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'accords, il n'y a pas de mélodie, il n'y a à peu près rien qu'on puisse reproduire vocalement, etc. Donc c'est une musique extrêmement marginale, la musique électroacoustique. Et dans l'espèce d'immense melting pot de la contre-culture des années 60, les ingénieurs de son, George Martin, les Beatles, vont écouter cette musique d'avant-garde-là et vont décider d'intégrer ces techniques-là dans leur production audio de musique rock populaire. Donc, il y a déjà une espèce de rencontre de la musique populaire et de la musique d'avant-garde, qui est en soi un phénomène extrêmement nouveau, original et intéressant en lui-même. Parce que traditionnellement, la musique d'avant-garde puis la musique populaire sont aux extrémités des pôles stylistiques et il y a très très peu, voire pas du tout, de communication entre les deux. Dans les années 60, on cherche à tout rapprocher. On cherche à tout intégrer et non seulement les Beatles vont s'intéresser à la musique électroacoustique, mais Lennon va faire une pièce électroacoustique de 8 minutes qui s'appelle Revolution No. 9 sur l'album blanc. Donc il va lui-même vouloir créer dans ce style-là. Et c'est un autre aspect qui est fascinant des Beatles, c'est leur façon d'intégrer d'une façon très naturelle des choses qui sont très accessibles et d'autres qui sont au contraire extrêmement hermétiques et généralement associées à l'avant-garde et à une musique destinée à un public extrêmement limité. Donc voilà, il y a cette espèce de rencontre de l'avant-garde et de l'art populaire qui est très particulier et qui est souvent associé à ce qu'on va appeler le postmodernisme. Le postmodernisme est une théorie esthétique qui devient de plus en plus répandue dans les années 60 et une des caractéristiques qu'on associe au postmodernisme, c'est justement l'espèce de dialogue entre l'art savant et l'art populaire. Dans les années 50, ces choses-là étaient encore relativement séparées. On avait l'art savant qui était l'art dans les musées, on avait l'art populaire qui était l'art dans la rue, et il y avait relativement peu de communication entre les deux. On va voir avec des artistes comme Andy Warhol, avec Roy Lichtenstein, on va voir à partir des années 60 l'apparition du pop art et une communication de plus en plus forte entre justement art savant et art populaire, au point où le postmodernisme va carrément chercher à éliminer toute forme de distinction entre art savant et art populaire. Un peintre comme Roy Lichtenstein va faire des toiles qui sont des immenses toiles qui reproduisent une case de bande dessinée. Donc on voit que l'imagerie de l'art populaire est très présente dans sa démarche et pourtant c'est un peintre qui va exposer dans des galeries. C'est un artiste institutionnel, entre guillemets, mais dont l'imaginaire visuel est entièrement empreint d'art populaire, de bande dessinée. Alors, on voit un phénomène un petit peu similaire avec les Beatles dans les années 60, cette espèce de rencontre de l'expérimentation et de l'art populaire, de l'art savant et de l'art populaire, de même que de la musique classique et de la musique rock. Et c'est pour ça que je disais plus tôt que le rock devient une espèce d'immense pieuvre stylistique dont les tentacules s'étendent à tous les styles possibles et imaginables. Ce qui fait qu'il devient impossible de définir spécifiquement en termes de sonorité, d'instrumentation, de progression harmonique, etc., en quoi consiste la musique rock. La musique rock consiste en peu importe ce que l'artiste a envie de faire ce jour-là. Et des fois, ça va être du quatuor à cordes néoclassique à la Eleanor Rigby, et des fois, ça va être la plus hermétique expérimentation électroacoustique avec le Revolution No. 9. Donc voilà, on a ici une autre manifestation de la nouveauté, de l'originalité de la démarche des Beatles. À ça, il faut ajouter quelque chose aussi, qui est leur rencontre avec Bob Dylan. Il y a eu cet légendaire épisode de la rencontre de Bob Dylan et des Beatles, entre autres parce que Dylan a amené les Beatles dans les toilettes puis ont fumé des joints ensemble. Donc c'est devenu une espèce d'anecdote de Bob Dylan qui va donc justement initier les Beatles à la drogue et au psychédélisme et ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça,
Bob Dylan reste quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, a gagné un prix Nobel de littérature. Et il est d'ailleurs le premier auteur-compositeur, le premier musicien à gagner un prix Nobel de littérature. Donc, tout ça pour dire que les paroles des chansons de Bob Dylan sont drôlement bien faites. Okay? C'est un des plus grands paroliers de l'histoire de la musique populaire. Et donc, il va avoir une influence sur les Beatles à ce niveau-là aussi, parce que quand les Beatles vont découvrir les chansons de Bob Dylan, ils vont se rendre compte eux-mêmes d'un caractère parfois un peu superficiel au niveau des paroles de leurs chansons, et ils vont essayer de travailler davantage cet aspect-là. Ils vont de plus en plus considérer, comme le faisait Dylan, la chanson comme un univers, comme une histoire, avec des personnages, avec un déroulement, puis ainsi de suite. Et je crois que cette influence-là, elle est manifeste dans une chanson comme Eleanor Rigby, où justement il y a 3 parties, 2 personnages. Le premier couplet, c'est Eleanor Rigby, le deuxième couplet, c'est Father Mackenzie, et le troisième couplet, c'est comme la rencontre indirecte des 2 personnages, dans la mesure où Eleanor Rigby meurt et Father Mackenzie va l'enterrer et va présenter un sermon que personne ne va entendre. C'est une histoire qui est triste, c'est une histoire qui est terrible, c'est une chanson sur la solitude qui finit avec ces paroles épouvantables, qui dit « No one was saved ». Donc, on est à des années-lumière autant au niveau de l'atmosphère qu'au niveau des paroles, que de la sophistication de l'ensemble. On est à des années-lumière de Love Me Do, qui était le premier succès des Beatles. En quelques années à peine, ils ont parcouru une évolution qui est spectaculaire et qui les amène justement de Love Me Do à Eleanor Rigby et après ça à Strawberry Fields Forever, puis A Day in the Life, puis au grand chef-d'œuvre de la musique rock. Donc, voilà, la rencontre de Bob Dylan, la rencontre entre Bob Dylan et les Beatles va être profondément inspirante pour les deux artistes, et pour les Beatles et pour Bob Dylan, parce que les Beatles vont prendre connaissance justement des possibilités littéraires offertes par la chanson et vont commencer à travailler davantage les paroles de leur chanson. Et Bob Dylan va écouter la musique des Beatles et va être impressionné par l'énergie de l'instrumentation du rock. Dylan était au départ un chanteur folk, un chanteur acoustique qui s'accompagnait à la guitare et dans le temps des solos jouait de l'harmonica. Donc il y avait une espèce de pureté associée à cette instrumentation acoustique et c'était ce que prônaient les partisans de la musique folk. Il y avait une espèce d'authenticité dans l'interprétation de cet auteur-compositeur qui s'accompagnait lui-même à la guitare acoustique, etc. Dylan va créer un band. Il va commencer à jouer avec une batterie, puis une basse, puis un orgue, puis il va faire du rock. Et ça va scandaliser beaucoup de monde. Quand il va arriver avec son band à Newport, beaucoup d'orthodoxes amateurs de musique folk vont être scandalisés parce que pour eux, Dylan est devenu commercial. Il fait ça pour vendre plus d'albums et il a vendu son âme à l'industrie, puis ainsi de suite. Aujourd'hui, ce comportement-là semble un peu étrange, mais à l'époque, c'était quelque chose de très sérieux. Justement, si on jouait avec des instruments amplifiés, on pouvait plus être un chanteur de folk, on pouvait plus être un artiste conséquent, on pouvait plus avoir des textes profonds, etc., parce qu'on faisait du bruit, on faisait de la musique pour faire danser les jeunes, puis ainsi de suite. Donc, c'est pour vous montrer à quel point cette rencontre entre Bob Dylan et les Beatles va être emblématique. Parce que justement, on assiste encore une fois à la remise en question d'une frontière, celle qui séparait le folk acoustique qui était de la chanson à texte, du rock électrique qui était de la musique pour faire danser les jeunes. Donc, les deux vont s'influencer mutuellement. Bob Dylan va commencer à intégrer les instruments amplifiés. Les Beatles vont faire des chansons plus narratives, plus introspectives, plus complexes. Et tout le monde va s'en porter mieux, au fond. Donc, c'est beaucoup ça qu'on voit dans les années 60, cette espèce d'immense laboratoire musical
d'intégration stylistique, de musique blanche et noire qui se mélangent et s'influencent mutuellement, de cette musique classique versus populaire, expérimentale versus populaire, occidentale versus orientale. Toutes les oppositions traditionnelles sont remises en question dans les années 60, alors qu'on invente cette nouvelle musique-là, qui est un rock de studio, souvent produit par des groupes, par des collectifs d'artistes, qui sont issus du rock and roll, du rhythm and blues, des guitaristes de blues, mais auxquels on va greffer toutes sortes de styles connexes, parfois très loin stylistiquement, auxquels on va greffer justement des instruments classiques, des instruments orientaux, des procédés électroacoustiques, pour créer une musique qui est d'une grande richesse et qui est d'une grande imprévisibilité. Le rock des années 60 peut aller où il veut. C'est la musique d'une liberté totale qui est produite par une génération de jeunes qui réclamaient cette liberté totale. Voilà, merci et à bientôt.